Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo chiclet en date de ce moment. Je ne sais pas combien de chiclets il va y avoir dans cette vidéo. En fait, je pense qu'il va y en avoir 3 parce que lorsque j'ai fait mon update lecture du mois de mai, je me suis rendu compte que sur les 5 chiclets que Goodreads m'a dit que je possède, il y en a 2 que je ne crois pas que ne sont des chiclets. Donc, techniquement, dans cette vidéo, je devrais vous parler de 3 chiclets. Et la première dont je vais vous parler, c'est Sortie de filles de Catherine Bourgault. Je sais, c'est surprenant que je lise des chiclets moi-même. Je savais pas trop comment me sentir. Puis j'avais un peu peur d'être dans le jugement parce que il m'arrive d'avoir de telles pensées face à la chiclette. En fait, je ne sais pas si c'est parce que j'en ai lu beaucoup puis j'avais beaucoup de problématiques avec ces livres-là ou tout simplement que j'en ai lu beaucoup qui avaient les mêmes stéréotypes, je sais pas. En tout cas, je suis arrivée là-dedans avec plein de jugements. J'ai essayé d'en avoir pas trop et de me laisser bercer par l'histoire. Alors, allons-y. Dans cette histoire, Sortie de filles, parce que tout peut changer en une soirée, nous suivons Maë, qui habite au lac Saint-Jean et qui, une fois par année, retrouve ses amies Sophie et Claudia qui sont à Montréal. Lors de cette soirée, c'est la débandade, le magasinage, la soirée dans les bars, le flirtage, l'alcool coule à flot. De ce qu'on comprend, c'est ça leur typique soirée de filles et le patinage parce que, you know. Alors, c'est exactement ça qu'on va suivre dans ce livre-là. En fait, ce livre-là, c'est le déroulement de cette soirée mythique. Commençons par parler de personnages. Maë, Sophie et Claudia ont 28 ans. Ce qui est un peu dangereux lorsque moi aussi j'ai 28 ans. Et donc, j'avais hâte de voir, malgré qu'en soirée de filles, on peut devenir complètement hystérique et dans la débandade, j'étais intéressée de voir quelle allait être la maturité des personnages parce que il y a une différence, à mon avis, entre les pensées et l'action. Tu sais, on peut penser plein de choses puis faire autre chose et je trouve que ce concept est intéressant, surtout dans un contexte de party féminin, parce que parfois on dit plein de choses un peu plus loin que ce que l'on pense vraiment. J'avais de la misère à comprendre Maë, puis ça me dérangeait dès le départ parce que je me disais, j'ai la même âge qu'elle. Ok, oui, elle vient du lac Saint-Jean, moi je suis née au Saguenay. Elle est enseignante au primaire. On avait beaucoup de points communs. Elle est avec le même copain depuis toujours, David. Bon, j'en ai eu un petit peu plus que elle, mais j'ai toujours eu des grandes relations, des 3, des 4, des 5 ans. Donc, je me disais que j'avais beaucoup de points en commun avec elle, mais j'avais de la difficulté à la comprendre. Et là, on a découvert ses autres amies, entre autres Sophie, puis j'ai eu la même difficulté. Sophie, ça a l'air d'une fille qui contrôle tout, perfectionniste au bout, mais encore là, j'arrivais pas à la saisir. Puis là, on a Claudia qui arrive, qui est comme l'excentrique et tout et tout. Puis encore là, je sais pas pourquoi, même si elles sont facilement différenciables par des traits de personnalité assez extrêmes, comme le fait que Maë est complètement un peu étourdie, là, elle oublie toutes ses affaires partout, que Sophie est assez rigide et Claudia très excentrique. J'avais de la misère à voir le profil complet. Je pouvais pas dire « Ah oui, ça c'est vraiment Claudia » ou « Ça c'est vraiment Sophie ». On dirait que je vaguais dans le flou parce qu'on était dans une soirée un peu hors norme, mais je les connaissais pas dans la norme. Est-ce que ça a un certain sens? Par la suite, ben, est venue la soirée même. Et là, c'est probablement à ce moment-là que j'étais le plus alerte. Parce que, je sais pas si c'est juste moi, peut-être que je suis un peu ma tante, mais j'ai l'impression qu'une soirée de filles à 20 ans, une soirée de filles à 28 ans, c'est pas la même chose. Leur soirée, j'avais l'impression que c'était une soirée de jeunes poulettes de 20 ans.
Malgré qu'on est capable d'avoir du plaisir à 28 ans, je ne pense pas que ce sont ce genre de soirées-là qu'on recherche. C'est super généraliste ce que je dis, genre c'est super cliché. Mais en même temps, les bars à 28 ans, tu sais, c'est clair qu'on a l'air des matantes si on rentre dans les bars à 28 ans, là, la population générale des bars, c'est 18 ans. J'étais quand même assez fascinée aussi sur le nombre d'hommes sexy célibataires sur lesquels elles sont tombées. J'ai une couple d'amis célibataires qui seraient sûrement intéressés à savoir où sont les bons spots pour trouver ces hommes. Malgré ma peur de maturité affective, je trouve que de façon générale, ça se tenait assez bien. Il y a quelques moments que c'est tombé un petit peu dans le ditch puis qu'il y a des commentaires qui auraient pu être évités. Ou des actions comme se saouler à mort jusqu'à vomir partout lorsque tu as 28 ans. J'ose espérer qu'on a toutes fait ça avant 28 ans puis qu'on le fait plus à cet âge-là. Mais en même temps, je suis peut-être ben trop naïve, pour vrai. Donc, je vous donne des petits exemples de moments où je trouve que ça a dérapé par rapport à la maturité et le bon sens. Ce passage-là où Maë parle de son amie Sophie. Mon amie est une femme qui a un but précis dans la vie, être la meilleure. Tous les moyens sont permis pour atteindre des objectifs, tous les coups bas aussi. T'as-tu vraiment envie d'être amie avec une personne comme ça? En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de ça dans ma vie. Je sais pas pour toi. Il y a une des trois filles, éventuellement, qui s'ouvre un peu sur sa relation amoureuse. Une de ses amies lui demande, ben, t'as jamais, genre, un cousin vicieux qui t'a embrassé lorsque tu étais jeune? Et celle-ci de réfléchir. Malheureusement, je n'ai pas eu de cousin vicieux qui tentait de me flatter les cuisses sous la table. Malheureusement? Tu veux dire heureusement? Je vois pas en quoi le fait que tu n'aies pas vécu cet épisode est quelque chose de malheureux. Ah oui, puis ce petit passage, ouch! Son visage est trop mince, ses sourcils trop épais et ses doigts sont repliés d'une drôle de manière pour soutenir sa tête. Je parie qu'il est gay. Mais ça, c'était toutes les réflexions de Maë que je comprenais pas. Ces dérapages-là, écoute, il y avait beaucoup de jugement là-dedans, pas beaucoup de filtres, faisait pas super attention. On a un personnage qui est assez intéressant, qui est Vincent. Il y a plein de choses qui se passent entre lui et Maë que je n'ai pas compris. Tu sais, il dit « viens ici » puis elle le suit, elle sait même pas c'est qui, là. À plusieurs reprises. Par contre, je dois dire que j'ai réussi à me laisser vaguer dans l'histoire, que j'ai réussi à dépluguer mon cerveau et je dois quand même avouer que la finale m'a un peu fait rêver. Si on m'offrait cette perspective-là, dans ces conditions-là, écoute, j'avais le goût d'y croire fortement. Ça a l'air quand même plus négatif, je pense, que ce que je l'ai vraiment vécu. J'ai trouvé ça correct. Je m'attendais vraiment, désolée de dire ça, à pire pour une chick-lit. C'est sûr que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ces dérapages jugementaux-là. J'aurais aussi préféré mieux comprendre les personnages, mais malgré tout, c'était frais et une petite soirée de filles, ça peut dégénérer. Ben écoute, des soirées de gars aussi, j'imagine que ça peut dégénérer. Et ça m'a quand même fait revenir un peu dans les années. Et c'est là aussi qu'il y avait un peu un malaise d'un certain sens, parce que pour moi, une histoire comme ça, c'était probablement lorsque j'avais 19-21 ans, plus qu'aujourd'hui, 28 ans. Lorsqu'on a des soirées de filles, ça n'a pas l'air de ça. On a autant de potins, puis on peut avoir du vino ou de la bière, mais on n'a pas un dérapage des bars, puis on perd pas la face devant des petits jeunes de 18 ans aussi. Je vais réfléchir à ça. Je suis pas certaine d'être complètement claire dans mon appréciation de la chose, mais si vous aimez les chick-lit, à mon avis, vous allez apprécier. La deuxième chick-lit que je vous présente, c'est Lipstick Jungle de Candace Bushnell. En fait, je pensais que c'était une relecture sans vraiment toutefois être certaine, parce que ça fait des années que je l'ai dans ma bibliothèque. Et en l'ouvrant, je me suis rendu compte qu'elle était dédicacée par ma grand-maman, donc ma mamie André, et ça datait de 2006. Donc, je pensais fortement l'avoir lu avec cet élément de preuve de plus. Donc, nous sommes à New York avec trois femmes assez influentes et qui ont très bien réussi au niveau professionnel, Nico, Wendy et Victory.
C'est trois femmes qui se ressemblent parce qu'elles sont fortes et influentes, mais elles ont des réalités personnelles très différentes. Victory n'ayant ni mari ni enfant, Wendy ayant des enfants et un mari, mais il va vouloir la laisser. Et Nico ayant une fille et un mari, mais voulant aller voir ailleurs. Donc on va suivre une certaine partie de leur carrière où il va y avoir un grand changement, particulièrement au niveau personnel qui va avoir une influence au niveau professionnel, et aussi certaines qui vont devoir se battre au niveau professionnel pour que leurs idées soient respectées ou tout simplement pour avoir un poste plus influent. Donc on s'en va dans la jungle new-yorkaise, monde que je ne connais pas du tout et réalité complètement à l'opposé de ma vie, mais j'ai plongé. Le début, je trouve qu'il est très fort. On met en place nos trois personnages et on définit très bien où elles en sont au niveau de leur carrière, qu'est-ce qu'il en est pour leur vie personnelle autant que leur vie professionnelle, les enjeux qui tournent un peu autour d'elles. Jusqu'à la moitié du livre, je trouvais que ça se lisait super bien. On entre aussi dans des dilemmes qui, malgré que le livre date de 2005, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est tellement d'actualité. Victory se fait reprocher d'être successful, juste ce mot en anglais, d'avoir réussi dans la vie au niveau professionnel, mais de ne pas avoir de mari et d'enfants, tandis que les autres, ben, ils se font reprocher de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants parce qu'elles sont des femmes influentes et qu'elles travaillent beaucoup. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait, les femmes, on s'en sort pas. Et il y a des jeux de manigance, il y a des jeux de pouvoir, de manipulation pour accéder à certains niveaux, pour accéder à certains postes. Et en tant que femme, on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit d'être fâché. Il faut toujours faire ça par dessous, sinon ben, on se fait traiter de folle, d'hystérique, on se fait mettre à la porte. C'est vraiment plus difficile d'être une femme dans un tel milieu parce que les hommes ont le droit d'en faire beaucoup plus. Et là, je parle de l'homme blanc de 40 ans, parce que les autres sont quand même soumis, comme les femmes, à des gros stéréotypes, des gros préjugés, puis pas la porte ouverte juste parce qu'on n'est pas des hommes de 40 ans de couleur blanche. En fait, ça me fait beaucoup penser à l'essai que j'avais lu de Martine Delvaux, le Boys Club. C'est littéralement ça qu'on vit. Donc, dans la première partie, j'ai vraiment accroché énormément. La deuxième partie, ce que je trouvais plus difficile, c'est qu'on était vraiment dans cette jungle new-yorkaise. Puis je me suis rendu compte aussi que nos trois personnages sont difficiles à distinguer. Je mélangeais leurs histoires, je mélangeais qui était qui pour qui. Donc ça, c'était comme une petite faiblesse, puis elle était pas aussi attachante, ou en tout cas antipathique, ou j'avais pas autant d'intérêt pour elle que je pensais que j'en avais au départ. En fait, la fille entre les trois que je préférais, c'était Victory, celle qui est designer de mode, qui est styliste, mais elle prend beaucoup moins d'importance dans la deuxième partie, puis c'est Wendy qui en prend le plus, et son histoire à elle, elle ne me revient pas. Et j'ai eu des flashbacks de moi en train de lire cette histoire-là des années plus tôt, et me dire, voyons donc, que c'est ça cette histoire-là, toute l'histoire de avec son mari qui veut la quitter, elle gère ça d'une manière que je peux comme pas trop comprendre, puis c'est sûr que c'est elle qui travaille énormément, puis que c'est lui qui s'occupe des enfants, mais là, elle veut enlever la garde à son mari, que c'est lui qui s'occupe des enfants le plus, la plupart du temps. Donc il y avait comme beaucoup d'incohérences, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre Wendy, puis le fait qu'elle prenait beaucoup de place, mais pour moi, c'était difficile. Puis, tu sais, ça finit comme un peu bizarre, là. Comme tout se règle, mais en même temps, ça ouvre la porte à autre chose. Je sais même pas s'il y a eu une suite ou si c'est un stand-alone, un livre unique, mais je vous avouerai que ça a commencé très fort pour moi, puis ça l'a tombé par la suite. Ce qui est quand même assez rare que ça m'arrive. Mais si je compare avec la première checklit que j'ai lue, définitivement, je me suis beaucoup plus retrouvée dans les thématiques qui étaient abordées ici. Puis je trouve qu'on mettait en relief des injustices, on mettait en relief certaines choses que les femmes ne peuvent pas faire, mais que les hommes peuvent. Donc au final, pour ce volet-là, checklit, j'ai trouvé que celui-là était beaucoup plus mature. Est-ce que c'est parce que c'était des femmes de 42 ans? Je sais pas. Est-ce que je me retrouve plus dans la réalité des femmes de 42 ans? Je pense pas non plus, parce que, veux pas, j'ai pas la réalité, j'ai pas d'enfant, puis je suis pas au sommet. Donc, je pense pas que c'est vraiment pour ces raisons-là que celui-là m'a plus accroché. Je pense que c'est par rapport à la maturité des personnages, puis la maturité que
respectais de personnages qui ont mon âge. Le troisième livre que je vous présente pour cette vidéo de chick lit n'est malheureusement pas une chick lit. Mr. Commitment de Mike Gale. En fait, une chick lit, c'est de la littérature écrite par une femme pour les femmes. Mike aurait pu être Mike et être une femme, mais non, c'est un homme. Par contre, lorsque j'ai recherché qui était Mike, je me suis rendu compte que c'est un homme racisé, donc c'est assez intéressant comme point de vue. Aussi, le contexte de suivre un homme dans son processus pour se marier, c'est vraiment pas une perspective qu'on lit souvent. Donc j'étais quand même assez intéressée par ce livre-là. C'est pas un ouvrage récent, je pense que c'est 1999. Donc il y a des choses, j'espère, qui ont évolué depuis. Mais ce n'est pas une chick lit parce que Mike n'est pas une femme. Donc on pourrait dire que c'est de la men lit. Puis même si je veux un petit peu pousser plus ça, disons que je ne sais pas à qui cet ouvrage-là s'adresse. Parce qu'en tant que femme, le point de vue m'était plutôt bof. Je suis pas sûre que les hommes, ça les attire comme couverture puis comme sujet. Donc j'en ai aucune idée à qui cet ouvrage-là s'adresse. Mr. Commitment, c'est l'histoire de Ben, surnommé Duffy de son nom de famille parce qu'il aime pas qu'on l'appelle Ben. Puis un beau jour, sa blonde, Mel, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, elle lui dit, elle se met le genou à terre, puis elle lui demande en mariage. Ben panique, puis là, Mel, elle le prend pas bien, il y a comme une série d'événements qui se passent, de remise en question de pourquoi le mariage, être papa, quand est-ce de prendre ses responsabilités. Toutes ces questions de couple, aussi, tu sais, après combien de temps on peut penser au mariage, après combien de temps on peut parler d'habiter ensemble. Toutes ces questions-là de la perspective de l'homme, c'est ce qu'on va suivre dans ce livre-là. C'est une traduction que j'ai lue, je dois dire qu'il est bien probable que l'écriture ait aussi une incidence sur le fait que j'ai pas tant apprécié, mais je dois vous dire qu'au départ, j'avais vraiment peur de pas être capable de le terminer. Les commentaires sur la femme, la vision des femmes, la vision des hommes est vraiment mauvaise. D'ailleurs, lorsque Mel fait sa grande demande à Duffy, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, mais ils n'habitent même pas ensemble. Probablement que c'est une perspective des États-Unis, c'est pas la même que celle du Canada. Le mariage, c'est quelque chose, tu sais, de super important, puis qu'il y a parfois dans les années... J'ose croire qu'on se mariait avant d'habiter ensemble. Mais là, il y a comme pas de raison, outre le fait que Duffy est pas prêt à habiter avec Mel. Fait que s'il est pas prêt à habiter avec elle, pensez-vous qu'il est prêt à se marier? Puis tu sais, c'est la femme qui a l'air complètement folle là-dedans. Moi, même si j'avais été Duffy, je serais comme... Me semble qu'il nous manque une couple d'étapes avant. Puis cerise sur le Sunday, pour démontrer à quel point les femmes sont des tigresses folles dans ce livre-là, la seule fois qu'ils ont parlé de mariage, Mel était contre. Donc c'est sûr que la surprise puis la face de Duffy, lorsqu'elle se met le genou à terre puis qu'elle fait la grande demande, c'est totalement normal qu'il fasse comme what the fuck. Personnellement. Puis là, c'est sûr que c'est difficile parce que je me réfère à ce que je connais, qui sont mes expériences, puis j'ai pas eu les relations les plus rocambolesques de la vie. J'essaie de prôner la communication, je suis pas quelqu'un qui m'enflamme pour un tout, pour un rien. Je suis plutôt passive dans les relations interpersonnelles, dans les relations romantiques. Donc, je peux pas comprendre ça, moi, des relations que tu pètes les fuses puis tu te parles pas. Mais, tu sais, personnellement, moi puis mon chum, avant qu'il me demande en mariage, on s'en est parlé abondamment de notre vision du mariage, de pourquoi c'était important pour lui, de pourquoi l'acte de se marier c'est important. Puis moi, j'ai évolué aussi là-dedans parce que j'ai jamais voulu me marier de ma vie. J'ai jamais eu des rêves de princesse, des choses comme ça. C'est sûr que moi, là, je comprenais complètement le point de vue de Duffy là-dedans. Là. Nonobstant que c'est le gars, puis nonobstant que la perspective est de son côté à lui, là. C'est clair que pour moi, Mel avait l'air d'une crise folle, là. Puis aussi, la façon qu'elle réagit pis tout ça, elle est super fâchée parce qu'il a pas répondu « oui, je le veux ». Donc, elle boude, on fait du chantage émotif.
On a vraiment un dégueulasse portrait des relations humaines et de la non-communication, tout ce qui est non-exemple de comment construire une relation entre deux humains, c'est ce livre-là, tu sais. Puis ça peut pas finir de la manière que ça finit, là, comme... Puis il y a pas juste les femmes qui ont l'air à des tigresses folles, impulsives et émotives. Les hommes, c'est une bande de lâches, des grands enfants qui ont jamais voulu prendre leurs responsabilités. Tu sais, le personnage de Duffy, il a 28 ans, mais elle a probablement dans ces eaux-là aussi. Donc, il n'y a rien de gratifiant, ni pour la femme, ni pour l'homme. Il y a des phrases incendiaires comme quoi la femme dresse l'homme, puis que 4 ans de dressage, ça serait pas efficace de se trouver un autre gars. C'est vraiment tout croche, là. J'ai vraiment eu peur au départ de pas le terminer, de juste le garrocher là. La première soirée que j'ai commencé à le lire, éventuellement ça devient meilleur. Il y a comme une évolution des personnages, une évolution aussi de leur communication, mais pour moi ça n'a aucun sens cet ouvrage-là. Là. Je ne pouvais pas comprendre cette romance, si c'en est une, cette histoire-là, ce cheminement de vie-là, ça fonctionne pas pantoute, là. Mike Hegel a écrit plusieurs autres romans, je sais pas dans quel genre littéraire, là, s'il a continué par contre dans cette voie-là. C'est sûr que c'était seulement son deuxième livre publié en 1999, donc j'imagine qu'en 20 ans il a fait du chemin. Je serais intéressée à savoir un peu plus sur lui, mais pour moi, définitivement, ce livre-là, cette man-lit-là ne vaut pas la peine. Désolée, mais c'est vraiment à côté. J'ai pas trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça enrageant plus qu'autre chose. De lire des histoires comme ça en 2020, j'ai trouvé ça insultant. Là, donc, définitivement, non, ce n'était pas pour moi. Alors, ça fait le tour de mon topo de 3 chick lit, men lit pour cette vidéo-ci. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.